pourquoi hybride? C'était un faux choix ou un mauvais choix, c'est-à-dire qu'il y a tellement de mots qui existent dans cet univers naissant qui nous intéresse, qui est un peu cette espèce de no man's land qui est entre le business classique et le monde associatif, que des tas de formules existent. Alors on parle de social business, on parle de social entrepreneurship, on parle de social enterprise, qu'il ne faut absolument pas confondre avec social entrepreneurship, ça n'a rien à voir. On parle de inclusive business, on parle de shared value, etc. Et donc on n'avait pas trop envie de s'inféoder à une de ces écoles de pensée qui ne sont pas des écoles, qui sont juste des mots qui en général se cherchent encore. Donc on a dit stratégie hybride, parce que ça on était sûr que ça ne voulait rien dire, et qu'on entamerait un peu la discussion. Mais enfin, pour moi, compte tenu de mon parcours, l'idée était assez claire, c'était de se dire si je résume, en tout cas vu de ma petite fenêtre, c'était poursuivre la stratégie d'Ashoka, mais en essayant d'utiliser les moyens, les approches, la façon de réfléchir d'un McKinsey. Et c'était, je pense que quand on atteint un certain âge, on se dit plus tellement on pense plus trop à ce qu'on a envie de faire, mais plus à quoi on pense qu'on est particulièrement bon, le rôle particulier qu'on peut jouer dans ce grand orchestre, parce qu'on est plus conscient de ses forces, certainement très conscient de ses faiblesses, et qu'on ne nous reste pas tellement de parties à jouer, et qu'il vaut mieux plutôt mettre les chances de notre côté, surtout si on cherche à faire des choses difficiles. Donc je me suis dit qu'à l'interface du monde du business que je connaissais, et avec le monde de l'entrepreneuriat social que je connaissais un peu, j'avais peut-être un coup à jouer, et ce coup s'appelle ISTRA. Et c'est celui d'essayer de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies hybrides qui sont une autre façon de dire les choses, qui sont des approches commerciales pour s'attaquer, pour résoudre des problèmes sociaux. Alors pourquoi approche commerciale? Pas parce qu'elles sont nécessairement plus vertueuses ou meilleures, mais qu'on sait que quand ça marche, ça peut passer à grande échelle. Et c'était ça pour moi le constat que je faisais après ces 6 ans passés chez Ashoka, c'était que ce mouvement d'entrepreneuriat social, qui est un mouvement qui a traversé le monde entier, a produit une vague d'innovation absolument extraordinaire. Et on peut dire aujourd'hui, chose qu'on n'aurait pas pu dire il y a 20 ans ou 30 ans, que, je ne dirais pas tous les problèmes, mais un nombre significatif de problèmes ont été résolus, mais de façon locale et à relativement petite échelle. Juste des centaines de milliers ou des millions de personnes qui ont bénéficié de ces nouvelles approches, mais pas du tout les centaines de millions ou les milliards qui en auraient besoin. Et donc, une phrase que je répète souvent, c'est que le laboratoire de l'innovation sociale est plein, presque plein, mais que certainement l'usine de sa globalisation est vide. Et que le défi aujourd'hui, c'est de faire sortir ces innovations du laboratoire et les faire passer à grande échelle, quels qu'en soient les moyens. Et de ce côté-là, on est totalement, je dirais, pragmatique et agnostique. On n'est pas en train de dire qu'il y a telle ou telle approche qui est meilleure, mais l'ambition doit être de faire passer ces innovations à grande échelle. Je crois que c'est le défi de notre génération. Ce n'était pas celle de la génération précédente, qui est, elle, le défi était celui d'innovation. Mais nous, si on n'est pas capable de faire passer à grande échelle les innovations que nos prédécesseurs ont développées, à ce moment-là, on aura loupé notre rôle. L'idée n'est pas de continuer à remplir ce laboratoire. L'idée, c'est d'arriver à se faire sortir au moins quelques idées, quelques-unes de ces innovations, et les faire passer à grande échelle. Alors, le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le titre de cet exposé, puisqu'il a un titre, c'est le risque à 2 têtes. Alors le risque à 2 têtes, pourquoi je parle de risque? Surtout que dans l'assistance, il y a un certain nombre de financiers, si la liste est effectivement juste, et la notion de risque, en général, en finance, ne peut pas être tellement séparée de celle de rendement. On ne peut pas parler de rentabilité sans faire référence à un risque. Dans le monde social, oui. Dans le monde du social business, oui. On peut parler de rentabilité qui est excessive. On peut parler de rentabilité qui est insuffisante, sans faire référence au fait que l'investissement était risqué ou pas risqué. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument frappant. Et je vais essayer de... Or,
si on est en train de parler de changement, de transformation de la société, on est en train de parler de changement et donc de prise de risque. Tout changement est une prise de risque. Et aujourd'hui, je vais parler du risque, les deux têtes dont je vais parler, c'est la tête de la personne pauvre qui se retrouve face à un changement de comportement, face à une décision d'achat, et un autre risque qui est celui que l'entreprise doit encourir lorsqu'elle est face, pour saisir les opportunités de ce nouveau marché. On va parler en fait de ce marché du bas de la pyramide, et dans le terme bas de la pyramide, on voit bien cette espèce de structure de hiérarchie qui dit qu'à 4 à 6 milliards de personnes, selon où on met la barre, qui sont particulièrement pauvres. Le terme pauvre renvoie à l'idée que s'ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, et s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter des choses chères, il faut donc des produits bon marché. Et s'il y a des produits bon marché, les entreprises qui les vendent, ils vont être obligés de dégrader leur rentabilité, et donc ils vont en faire un peu, mais pas beaucoup, et on ne va pas résoudre le problème. Il y a aussi une autre dimension qui rentre là-dessus, c'est si on veut servir le marché au bas de la pyramide, quand même c'est un peu dégueulasse de chercher de faire de l'argent sur le dos des pauvres, ça se fait trop pas, et du coup on a aussi, on ne peut pas claironner une volonté d'être très rentable. Gagner beaucoup d'argent si on sert le marché des riches, ça, c'est quelque part, c'est même justifié. Il y a un petit côté Robin des Bois chez LVMH. Mais faire de l'argent en vendant des trucs à des gens pauvres, c'est quand même pas, ça se fait pas. Et même si ça leur sauve la vie, même si ça leur est extrêmement utile, même si c'est une activité extrêmement risquée. Donc il y a une espèce de misérabilisme qui entoure cette notion du bas de la pyramide. Et d'ailleurs, l'éditeur de C.K. Prahalad, quand il lui a conseillé d'appeler son bouquin « La fortune au bas de la pyramide », il a bien choisi un thème contentieux qui était provocateur et qui a fait en bonne partie le succès de ce bouquin. Alors, dont je vais vous parler de deux choses. Premièrement, du risque pris par ces familles. Ces familles, elles sont... je vous retrouve mes notes parce que j'ai écrit des trucs. Oui, donc les familles en question, elles sont face à des certes, elles sont pauvres, mais elles sont face à des opportunités d'investissement qui sont très intéressantes. Par exemple, si on regarde lumière, ces lanternes solaires qui... on voit à peu près, la lumière, c'est bon. L'effet dramatique a été obtenu. Donc c'est quoi une lanterne solaire? C'est un truc avec un panneau solaire, avec une ampoule LED, et dedans une petite batterie, et le tout, à la fois les panneaux solaires, les ampoules LED et les batteries ont été développés et rendus pas chers grâce au progrès grâce à la téléphonie mobile, qui a permis la réduction des coûts grâce au grand volume. Et on arrive à des produits qui, pour l'ordre de $40 à peu près en prix public, sont des produits qui permettent d'éclairer, qui permettent aussi de recharger les téléphones. D'ailleurs, si quelqu'un a besoin de recharger son téléphone, vous avez ici la possibilité de le faire. Ça, c'est un autre modèle qui est un peu moins design, qui avec un panneau solaire et sa lanterne solaire. Donc ceux-ci sont des produits qui remplacent des lampes à kérosène ou des bougies ou ou des lampes torches aussi, j'ai vu ça au Sénégal. Et typiquement, les économies faites en lampes à kérosène sont remboursées, permettent de rembourser l'achat de ces lanternes solaires lors de 3 à 4 mois. Non seulement ça, mais en plus c'est une lumière qui est de bien meilleure qualité, c'est aussi des produits qui sont beaucoup moins dangereux à utiliser que des lampes à kérosène, donc ça a absolument tous les mérites. Le TRI d'achat d'une lanterne solaire, c'est de l'ordre de 50% par an. Si vous réfléchissez au four à biomasse amélioré, ce sont des fours dont le design, qui ne sont pas très sophistiqués, ils coûtent une quinzaine de dollars, qui permettent de réduire de moitié la consommation de charbon de bois.
à nouveau, là, le payback est de l'ordre d'un mois, un mois et demi. Le TRI de ces investissements est de 1500% par an. Les systèmes solaires domestiques, qui sont des ensembles qui ont un panneau solaire plus grand, une plus grosse batterie et 3-4 points lumineux, c'est de l'ordre de 50% par an aussi. Les pompes d'irrigation, qui permettent de cultiver pendant la saison sèche des produits et de les vendre à bien meilleur prix sur les marchés, c'est de l'ordre de 500 à 1000% par an. Donc c'est des TRI qui sont absolument vertigineux. Je vous mets en tout cas au défi de me... En tout cas, moi, si on me proposait 1000 euros en me disant je te donne 1000 euros à condition que tu me démontres que ces 1000 euros vont te rendre plus productif, je serais absolument foutu de démontrer ça. Mon ordinateur est trop cher pour ce dont je me sers, mon téléphone, j'ai été trop formé par rapport à ce que je fais. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire avec 1000 euros qui me permettent raisonnablement de dire je vais être plus productif grâce à ces 1000 euros. Le Kaiser, on a trop investi sur le Kaiser. Le monde a beaucoup trop investi par rapport à ce qu'il fait. Je pourrais faire la même chose avec sans doute la moitié de CAPEX en moins. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui sont peut-être dans une situation semblable. Par contraste, la personne pauvre se retrouve avec toutes ces opportunités d'investissement qui, chacune d'entre elles, ont des TRI fabuleux. Et si vous commenciez à les additionner les unes avec les autres, après les autres, vous vous rendez compte que ce serait vraiment de nature à pouvoir transformer la vie de ces familles. Donc, on peut tout à fait décrire les pauvres, et peut-être de façon provocatrice, comme la définition d'être pauvre, c'est d'être entouré d'opportunités d'investissement lucratives. C'est comme de dire, on peut progresser. On peut progresser et chacun de ces investissements va payer. Donc pourquoi des gens entourés d'opportunités d'investissement aussi attrayantes, pourquoi ne les saisissent-elles pas? Alors vous allez dire, parce qu'on manque d'argent pour développer la microfinance, pour $12, pour $15, pour un four à biomasse, on n'a pas besoin de microfinance. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est un changement. Et un changement, c'est un truc nouveau. Ces machins-là, on ne sait pas. La lampe à kérosène, elle est chère, elle pue, elle est dangereuse, mais quand elle ne marche pas, le voisin, avec un tournevis, il sait la réparer. Ce truc, qui va me dire que ça marche? Et que ça va marcher, et que s'il y a un problème, quelqu'un va être susceptible de le réparer. Donc, aujourd'hui, l'obstacle majeur au fait que ces populations bénéficient des progrès que la technologie a pu nous apporter, c'est la perception d'un risque très élevé. Alors, la question, c'est comment surmonter ces appréhensions? Comment expliquer à ces familles que prendre ces décisions d'investissement, qui sont toujours des investissements, alors ça peut être des investissements financiers, ça peut être aussi des investissements en termes de changement de comportement, mais c'est des investissements qu'on fait maintenant dans l'espoir de bénéfices futurs, si ça vous rappelle quelque chose, les financiers. C'est ça, je vais donner des produits nutritionnels complémentaires à mes enfants, dans l'espoir que ça va aider son développement et qu'un jour il grandira, mais à condition que l'eau soit potable, à condition qu'il puisse aller à l'école, à condition qu'il ne tombe pas malade d'une maladie et qu'il meure. Donc il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour que ces investissements, effectivement, produisent des bénéfices escomptés. Et c'est pareil pour les lanternes solaires. Il y a aussi la perception qui va m'assurer le service après-vente. Donc qui va me le réparer si ça ne marche pas. Donc cette perception de risque est vraiment très forte. Donc comment surmonter ces appréhensions? On a vu souvent le fait que les gens disent, bon ben voilà, ils n'achètent pas des lanternes solaires, ils n'achètent pas des fours à biomasse, parce que les fours à biomasse, non seulement ça réduit de 50% la consommation de charbon bois, mais en plus ça réduit de 90% les émanations de fumée toxique qui tuent 1,8 million de personnes par an. Donc c'est plus que toutes les maladies dont vous entendez parler, 1,8 million de personnes par an. Donc et on peut gagner de l'argent en vendant des fours à biomasse. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Mais on leur dit, la raison pour laquelle les gens ne font pas, c'est qu'ils n'ont pas compris.
on va faire des campagnes d'éducation. Ils sont pauvres, donc ils ne sont pas très intelligents, donc on va leur expliquer un bon coup que les fours à biomasse, c'est vraiment tellement mieux, la randonnée, c'est tellement mieux pour la santé, que les lanternes solaires, ça donne une... Et on va leur faire des campagnes, on va l'expliquer. Or, et Jean-Louis me contredira peut-être pas, j'espère pas en tout cas, la caractéristique des personnes pauvres exclues des systèmes économiques, que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord, c'est qu'ils ne croient pas, ils n'ont plus confiance dans les systèmes dominants. Les gens qui parlent à la radio, qui parlent à la télé, c'est des gens qui leur ont menti, et qui continuent à leur mentir. Et donc, ça leur donne des sources d'information, ils sont au courant, ils ont compris. Ils ont bien sûr compris que les lanternes solaires, c'est mieux, que les fours à biomasse, c'est mieux que la cuisson traditionnelle. Ils l'ont compris. Simplement, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas que ça soit vrai. Et d'ailleurs, quand vous allez dans ces maisons-là, vous avez vu, vous pouvez voir, ils ont acheté des gadgets, ils se sont fait avoir. Déjà, des centaines de fois. Il y a des gens qui sont venus, qui leur ont raconté des histoires, ils ont acheté des trucs et puis ça ne marchait pas. Donc ils se sont fait avoir, ce sont des gens qui se sont fait brûler dans leur vie des multiples fois parce qu'ils ont cru aux promesses que les gens leur faisaient. Donc comment faire pour arriver à convaincre ces gens-là ? On a fait une analyse qui a montré que quand on regarde une quinzaine de boîtes qui vendent des produits, des solutions comme ça innovantes au bas de la pyramide, il y a une corrélation inverse avec les dépenses publicitaires. Alors, ce qui est assez intéressant, parce qu'on aurait pu penser que la publicité, ça ne sert à rien, et que quelles que soient les dépenses, ça n'affecte pas la réussite. Non, là, plus on dépense, moins on réussit. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Et la raison pour laquelle ça se produit, c'est que les entreprises qui dépensent beaucoup d'argent sont des gens qui sont pressés d'avoir des résultats. Ceux qui ne dépensent pas d'argent, qui ne dépensent aucun argent en dépenses publicitaires ou en campagne, sont des gens qui savent qu'à la base de la réussite en termes de marketing, ça va être des clients satisfaits qui vont en parler à leurs voisins et qui vont faire marcher le bouche à oreille. Et que le bouche à oreille, ça prend du temps, parce qu'il faut d'abord que les clients soient satisfaits. Alors c'était assez extraordinaire de voir dans cette étude qu'on avait faite que la seule boîte qui mesurait systématiquement la satisfaction des clients, c'était une boîte, un producteur de ciment au Mexique, Cemex, qui était la seule boîte qui était strictement commerciale. Toutes les autres, qui étaient des ONG ou des social business, ne mesuraient pas la satisfaction des clients. Ils mesuraient l'impact social, ça je peux vous assurer, parce que les investisseurs, les donateurs, les banques mondiales et autres exigeaient d'eux qu'ils mesurent l'impact social. Mais la satisfaction des clients, ça, tout le monde s'en foutait. Or, c'était absolument la seule clé, le seul moteur qui permettait une réussite à travers le déclenchement du bouche à oreille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu qui est absolument terrible, c'est le fait de cette tension qu'il y a dans les entreprises sociales entre le servir les besoins des clients et répondre aux exigences des donateurs. Et qui peuvent être non seulement contradictoires, mais qui peuvent être vraiment dévoyer le fonctionnement des entreprises sociales de leurs priorités. Je vais vous donner un exemple, c'était dans les pompes d'irrigation en Afrique, une entreprise qui, c'est des pompes d'irrigation, transformaient la vie des familles. Et ils avaient fait des randomized control trials qui démontraient que l'impact sur les familles était absolument vertigineux de ces pompes d'irrigation. Et on était très étonnés parce que dans les études de marché qui avaient été faites, on voyait que le bouche à oreille était extrêmement rarement un facteur de décision. Et c'est quand même marrant parce que s'il y a des fermiers, si ça change vraiment la vie des gens, comment ça se fait qu'ils n'en parlent pas à leurs voisins? Comment ça se fait que ça n'affecte pas les autres? Enfin, et puis on voyait l'entreprise qui était obligée de donner des commissions énormes aux distributeurs, qui était obligée de donner des salaires fixes à leurs vendeurs, qui était obligée de faire des campagnes. Alors, eux, quand j'étais passé là, ils étaient en train de prévoir une campagne publicitaire sur la télé avec un espèce de feuilleton qui se passerait de l'histoire d'un fermier qui avait acheté une pompe d'irrigation et qui réussissait dans la vie, enfin qui réussissait à épouser la fille qu'il voulait. Enfin bon, ils dépensaient de l'argent. Mais de fait, tout cet argent-là qui était dépensé les avait obligés à créer un bureau de fundraising à New York. Et pour chaque pompe d'irrigation qui était vendue à $100, il fallait en fait qu'ils lèvent $200 ailleurs. Mais ils expliquaient que pour $200,
il pouvait transformer la vie d'une famille et il mettait au défi de trouver une autre intervention qui ait autant d'impact social que la leur. Ce qui était vrai. Mais on disait, mais ils vous disent toujours qu'il y a 80% de ces familles qui, 2 ans plus tard, utilisent toujours ces pompes d'irrigation et leur vie est changée. Mais quid des 20% qui n'utilisent plus? On dit, ben non, on n'a jamais regardé. Il dit, ah bon? Et donc on a fait un petit sondage téléphonique. Et en fait, sur les 20%, 15% d'entre eux étaient des gens qui, soit n'avaient jamais pu faire marcher la pompe d'irrigation parce que les nappes phréatiques étaient trop basses dans le terrain, soit le truc s'était cassé et ils n'avaient jamais trouvé quelqu'un pour la réparer. Donc il y avait 15% des clients qui étaient furieux après cette organisation. Et ça voulait dire qu'il y avait 50 000 familles au Kenya qui haïssaient cette boîte. Après, on s'était dit, tiens, c'est marrant qu'il n'y a pas de bouche à oreille positif pour l'entreprise en question. Il aurait suffi qu'ils mettent en place un système de mesure de la satisfaction des clients qui donne des incentives aux vendeurs en fonction, parce que quand on vend un truc à 100 $, on peut se payer un coup de téléphone pour vérifier que le client est satisfait. Donc ils avaient complètement perdu le nord, et à cause, en bonne partie, des donateurs et de l'impatience des donateurs qui voulaient des résultats à 3 ans avant de renouveler leur grance. Or, en 3 ans, le bouche à oreille, il n'a pas le temps de montrer des résultats. Il faut de la patience. Donc, pour résumer, quand on a de l'argent, on fait des conneries. Quand on a du temps, on réussit. Et quand on a de l'argent, c'est en général quelqu'un qui vous l'a donné, et le quelqu'un en question, il est pressé. Il veut des résultats. Et donc, il veut de la mesure d'impact, etc. Donc, il y a quelque chose de profondément pernicieux dans le système de financement de ces entreprises sociales par des donations et l'impact, la mesure d'impact. Il y a même quelque chose que moi je trouve assez révoltant, c'est-à-dire si ces familles choisissent d'utiliser ces produits, d'acheter ces produits et qu'ils en parlent à leurs copains en disant c'est vraiment super, ça m'a changé la vie, on peut peut-être respecter leur point de vue et se dire, bon, bah, peut-être une fois on essaiera de comprendre comment ça impacte la vie des gens, mais a priori on pourrait quand même leur donner le bénéfice du doute sur le fait qu'ils savent ce qu'ils font avec l'argent qui est là. Alors la question devient, s'il y a cette perception par ces familles de cette prise de risque, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour réduire cette perception? Il y a une première technique qu'on a trouvée absolument extraordinaire d'un vendeur de four à biomasse au Ghana, c'est que le gars dit, bon voilà, je vous fais la démonstration, je vous montre que le four à biomasse utilise moins de charbon de bois que l'autre, et puis voilà, vous pouvez acheter ce four à biomasse et le payer cash, et vous avez un discount de 10%, ou vous pouvez le prendre à crédit. Et les gens disent, ouais, mais qu'est-ce qui me dit que le four à biomasse que vous me vendez, il va marcher aussi bien que celui de la démonstration? Parce que c'est peut-être pas le même. Et donc les gens sont prêts à abandonner, et là la proposition de Toyola, de cette boîte, c'est de dire aux gens, ben, si vous voulez, vous pouvez le prendre chez vous, vous pouvez l'essayer pendant 15 jours, pendant 1 mois, et au bout d'1 mois, je reviendrai vous voir. Alors on leur donne une petite boîte de lait condensé vidée, et vous allez mettre demain l'argent que vous auriez donné à votre fiston pour aller acheter du charbon de bois, vous allez le mettre dans la petite boîte. Puis je viendrai 1 mois plus tard pour voir si la petite boîte est pleine ou pas. Et donc on constate au bout d'1 mois que la petite boîte elle est pleine, qu'on a peut-être déjà économisé le tiers ou la moitié de la valeur du four à biomasse, et les gens à ce moment-là payent. Ce système-là est assez extraordinaire, et on l'a vu répliqué dans d'autres modèles, simplement de dire aux gens, voilà, vous pouvez le tester chez vous. Parce qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, mais qu'on a aussi constaté, c'est que souvent ces familles disent « j'ai pas l'argent, il me faut un prêt », alors qu'ils auraient trouvé l'argent si c'était agi d'un décès ou d'un mariage. L'argent se mobilise pour ce genre de situation. Mais donc, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « je ne crois pas dans les bénéfices que promettent vos produits, j'y crois pas. Je sais que si je vous paye cash, je ne vous verrai plus votre gueule de ma vie. La seule façon pour moi de pouvoir me plaindre de votre produit, c'est si je l'achète à crédit. Parce que moi, vous serez obligé de revenir me voir et on pourra en discuter à ce moment-là. » Et les gens sont prêts à payer 10% de plus pour s'assurer que le produit effectivement marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu à travers tous les produits, des gens qui sont prêts à payer pour s'assurer que ça va marcher. Comme le disait le grand-père de ma femme, je ne suis pas assez riche pour acheter des choses bon marché. Et c'est des décisions qui sont extrêmement risquées pour eux, c'est vraiment des grosses quantités d'argent, et à 20% près, ils s'en foutent. La question, c'est est-ce que ça va marcher?
Si vous me garantissez que ça va marcher, je suis prêt à payer. Le cas de Patrimonio est très intéressant au Mexique. Ces mecs s'étaient dit, tiens, je veux développer le marché des pauvres à Mexico, parce qu'ils payent plus cher, c'est pas cyclique, c'est un marché en or pour nous. Et puis ils se sont dit, tiens, on va baisser les prix, parce que c'est des gens pauvres, etc. Les gens ne se sont pas dit, tiens, il y a des soldes sur le ciment, je vais construire une maison. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, ils ont fini par aller voir sur le terrain, passer 6 mois dans ces quartiers pour essayer de comprendre, et se sont rendus compte que le problème des gens, c'est qu'ils se lancent dans des projets de construction. Si vous êtes allé dans des bidonvilles, vous voyez que des projets entamés qui ne sont pas finis. Donc les gens sont infoutus. Et donc en moyenne, pour construire une chambre de 10 mètres carrés, ils mettaient 5 ans, donc 2 mètres carrés par an. Chaque fois qu'ils avaient 4 sous, comme ils n'ont pas bien sûr de compte bancaire, ils achètent des briques, un pot de ciment, un sac de ciment, un pot de peinture, et ce faisant, ils foutent en l'air 40% des matériaux de construction qu'ils achètent. Et donc ces mecs, ça a conçu un système qui dit, voilà, on va vous aider à atteindre votre objectif en 70 semaines, ça va être un paiement de 250 pesos par semaine, on va vous livrer tous les matériaux de construction dont vous avez besoin, on va vous apporter l'assistance technique pour concevoir le projet, on va vous geler les prix des produits pendant toute la durée du programme, et on va vous aider à les tenir, ces engagements. Et donc, on vous demande une photocopie de votre carte d'identité, c'est tout. Et le système commence, et au bout de 5 semaines de paiement, que les gens ont choisi, ils reçoivent la première livraison, etc. Et c'est au bout d'une trentaine de semaines qu'on commence à leur livrer un peu plus que ce qu'ils ont payé. Et donc, au fur et à mesure que les gens démontrent leur capacité à tenir leurs engagements, on leur fait de plus en plus confiance. On commence avec 0 confiance, mais on acquiert la confiance à travers son bon comportement. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans 80% des cas, ces familles renouvellent un projet identique dans les 2 ans qui suivent. Cette approche holistique que CEMEX a mis en place leur a apporté d'abord un business qui est 3 fois plus gros que simplement le ciment. C'est aussi le canal de distribution qui est le plus rentable qu'ils ont dans l'ensemble du secteur. Ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est aussi que les dépôts faits par ces familles sont en fait supérieurs aux débours parce que dans 40% des cas, les familles demandent à différer dans le temps les livraisons. Donc ce truc-là génère en cash, en banque, à peu près 50% du chiffre d'affaires annuel. C'est comme un supermarché, si vous voulez. Donc ça, c'est un capital employé négatif. Et c'est le canal de distribution le plus rentable. Donc c'est un business qui est 3 fois plus gros, beaucoup plus rentable et absolument incopiable par qui que ce soit. Parce que n'importe quel idiot peut faire un sac de ciment moins cher, mais mettre en place tout ce dispositif, c'est absolument incopiable par les concurrents. Donc on se dit, pourquoi diable ça n'a pas été copié plus tôt? La Farge s'y est mis il y a quelques années. Mais pourquoi ça n'a pas été copié plus tôt? Parce que vous imaginez les discussions chez CEMEX lorsqu'ils ont vu ce projet, en se disant, on se met à faire des prêts, on se met à faire de l'assistance technique, on vend des produits qui ne sont pas les nôtres, on fait le métier de nos distributeurs, on est obligé, nous on est des cimentiers, nous on fabrique du ciment en sac ou en vrac, c'est ça qu'on fait. Donc ils ont été obligés de dépasser complètement la définition étroite de leur métier. Il y a une autre boîte qui s'est aussi attaquée à un problème social majeur, qui était celui du café de mauvaise qualité aux États-Unis, et qui a essayé, c'était Nestlé, qui fabriquait du café en grains ou moulu, vous avez les 2 choix, et un jour ils se sont dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour garantir que les clients, les consommateurs, aient du café qui soit de bonne qualité tous les jours. Et là, on s'est rendu compte que pour garantir cette qualité, il fallait pouvoir contrôler l'eau, il fallait pouvoir contrôler la température de l'eau, il fallait le temps d'infusion, il fallait pouvoir créer Nespresso. Et Nespresso, c'était aussi un métier totalement différent, beaucoup plus gros en termes de business que celui de la vente simplement de café, mais qui a consisté à écouter les clients, véritablement à essayer de résoudre leurs problèmes et en tirer toutes les conséquences, et être capable de sortir de ces métiers. Et ça, on peut imaginer chez les CEMEX, chez Nestlé, les discussions au conseil d'administration de gens disant « mais c'est pas notre métier,
c'est pas nous, c'est pas ça ce qu'on fait dans la vie. Nous, on a une vision extrêmement étroite, on s'est spécialisé, c'est comme ça qu'on a réussi, et il est hors de question qu'on étende notre définition. Donc les entreprises, et ça c'est la deuxième tête qui a un risque, c'est que les entreprises, elles, ont à prendre le risque de tirer les conséquences de ce que leurs clients veulent, de façon à garantir que les produits et les services qu'ils offrent produisent les bénéfices escomptés. Et ça va les amener à faire des choses dont elles n'ont pas l'habitude. Sortir de leur définition étroite de leur business model, éventuellement les amener à collaborer avec d'autres, autrement dit être capable de repenser leur business model de façon assez radicale. Et c'est là où il y a une prise de risque importante, alors que ce qu'on voit souvent, c'est des entreprises qui se disent « bon, ben, on va essayer de faire quelque chose sans changer notre business model, en réduisant simplement nos prix, de façon à rendre nos produits accessibles. » On voit que le problème, ce n'est pas un problème de prix, c'est un problème de perception de risque, de garantie de résultats obtenus par ces investissements, par ces familles, et que pour ça, les entreprises doivent être capables de prendre des risques et de prendre le risque de se repenser, de reconfigurer leur business model. Donc je crois que aujourd'hui, ces deux risques se répondent, c'est un peu comme dans un miroir, et que les entreprises doivent être amenées à avoir le courage de repenser leurs approches, et que les individus, au sein de ces mêmes entreprises, les intrapreneurs, puisqu'il y en a en tout cas deux dans la salle, ont bien compris qu'au sein des systèmes existants, ils sont suffisamment malléables pour qu'on puisse aller plus loin dans ce que l'on fait opérationnellement dans les entreprises. C'est un copain de Danone qui dit ça très joliment, il dit « on ne sait pas où est le plafond tant qu'on ne sait pas taper la tête ». Donc, arrêtons de supputer sur où sont les limites, allons-y. Puis tant qu'on n'est pas pris, c'est que ça va. Et puis le jour où on se tapera la tête, bon, ben, on se dira au moins je suis allé au bout de mes convictions. Voilà, on me fait des signes, je pense que je vais m'arrêter là.